Ah, mais tu parles bien. Bien, écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, bienvenue au Bistrot politique d'Espace Marx. J'ai le plaisir d'inviter ce soir à nous présenter quelques éléments d'analyse Vincent Taconnet, qui est rédacteur en chef de l'Ormée et qui est vice-président de l'association Espace Marx. Et en même temps, j'ai invité Olivier Escaut, qui est adjoint au maire communiste de la ville de Bordeaux. Ouh là, il y a quelqu'un qui a un problème de Salut maçon. Jean-Claude. Ben, je sais, mais il a un problème de son, mais c'est pas grave. Mais ça y Donc est. je recommence. Olivier Escaut, qui est adjoint au maire communiste de la ville de Bordeaux et, et qui en même temps se trouve être le président du groupe communiste à la métropole. Bien, mais si vous voulez en rajouter évidemment sur la présentation que j'ai faite de vous, vous pourrez apporter quelques précisions supplémentaires. Donc, je passe la parole tout de suite à Vincent Taconnet. Donc, je n'ai rien à ajouter, sauf qu'il y a une ambiguïté quand tu dis adjoint au maire communiste, comme si le maire de Bordeaux était communiste. Adjoint au maire est communiste. Bon, que les choses soient claires, Pierre n'a pas encore rallié le Parti communiste français à Bordeaux, je crois, à ma connaissance. Ceci étant dit, je voudrais, comment dire, essayer d'apporter quelques éléments qui, à mon avis, ont peu été évoqués. Donc, on a évidemment beaucoup parlé, pas du tout assez, mais beaucoup parlé de l'abstention, beaucoup parlé du vote blanc et du vote nul. Quelquefois d'ailleurs avec une comparaison sans aucune explication avec 1969. Or, il y avait énormément de différences entre 69 et 2022, et notamment le fait que le Parti communiste français, pour la seule fois de son histoire, a appelé en 1967 ou en 1969 au deuxième tour. Je n'étais pas majeur à cette époque-là, je n'avais pas 21 ans, a appelé à s'abstenir. Et évidemment, c'est ce qui explique que cette abstention a été particulièrement importante en 69. À mon avis, ça n'a strictement rien à voir avec le poids de l'abstention de 2022 et des années qui précèdent, bien sûr. C'est un tout autre problème. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on a évidemment beaucoup parlé de, comment dirais-je, du résultat des trois premiers candidats, à savoir, je parle du premier tour bien sûr, puisqu'il n'y en a que deux au second, à savoir Macron, Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, dans ce qu'on pourrait appeler un mouchoir de poche quant au résultat. Et c'est un fait sur lequel, évidemment, on a abondamment disserté en parlant de certaines surprises, etc., etc. Mais ce que je voudrais faire remarquer et que je n'ai guère entendu, alors il faut ajouter que j'ai lu des articles, mais j'ai assez peu suivi, par exemple à la télévision, les débats faisant suite aux résultats. En tout cas, pour ce qui me concerne, ce qui m'interroge profondément, c'est l'écart énorme entre les trois premiers résultats et notre voix de Jean-Luc Mélenchon et les résultats de ceux qui suivent. Parce que même si, abominable tristesse, c'est Zemmour qui est le quatrième, il faut ajouter qu'il a il a 3 fois moins de voix que le troisième.
C'est-à-dire qu'il y a un véritable fossé entre les trois premiers et les autres. Alors, quand on regarde les élections précédentes, les présidentielles précédentes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quelques éléments concordants par rapport à ça, c'est-à-dire le regroupement en tas dans les premiers résultats de peu de candidats et des candidats qui viennent à la suite et qui sont quand même assez loin. Alors, c'est le cas, par exemple, en 2017, où quand même le cinquième, c'est Hamon, qui est à 6,36%, alors qu'au-dessus, les candidats sont à 20% et au-dessus. Donc là aussi, il y a un écart énorme. Et on peut dire qu'on trouve quelque chose de beaucoup moins flagrant, mais approchant quand même un peu, même en 2007, où le cinquième est Besancenot et avec 4%, alors que le quatrième, c'est déjà Le Pen avec 10,5%, malgré le fait que ces voix ont été complètement siphonnées par Sarkozy. Et puis, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en 2012, c'est moins évident, cet écart-là, entre le groupe des premiers et les autres, mais c'est quand même relativement réel. Donc ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, nous indique l'incroyable perversité, à mon avis, l'incroyable perversité de l'élection présidentielle. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est, comment dirais-je, soit la déploration que cela peut provoquer de la part de ceux qui s'attendent à un véritable débat, à, comment dirais-je, à la richesse des programmes, à l'échange, etc., etc., soit donc tomber dans la déploration en disant en gros c'est terrifiant, etc., etc. Évidemment, pourquoi pas? On peut, de ce point de vue, se lamenter. On peut aussi oublier ces éléments. On peut enfin, ce qui, à mon avis, est beaucoup plus juste politiquement et beaucoup plus intéressant philosophiquement, on peut s'interroger sur ce résultat et se dire que veut signifier, que veulent signifier les électeurs. Je ne veux pas dire s'appuyer sur ce résultat pour dire les électeurs ont raison, c'est eux qui tranchent, ils nous montrent la voie. Bien sûr que non, ce serait d'un idéalisme total. Mais il me semble que ce serait d'un idéalisme à l'envers aussi total de nier cette réalité et de faire comme si elle n'existait pas. D'autant plus qu'elle est bien sûr directement liée au système, comment dire, à la Constitution et au système électoral tel qu'il existe en France, bien sûr, ça c'est le premier point, mais que d'autre part, il témoigne aussi de ce qu'on pourrait appeler une expérience électorale et les conclusions ou les recherches que fait le corps électoral par rapport à l'oppression qu'il subit et aux solutions. Ce que je voulais dire, en gros, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Ça signifie qu'il n'est pas question de donner raison aux électeurs, ces électeurs, comment dirais-je, prenant une position, une attitude dans laquelle on se reconnaîtrait, ce serait là trop simple, mais d'écouter les votes des électeurs et ce qu'ils disent. Et de ce point de vue, évidemment, je suis amené à une réflexion sur ce qu'on appelle le vote
utile. Non. Vous m'entendez? Ça a coupé te concernant, Vincent. Que le propos était le plus riche et de très très loin, hein, bien sûr. Vous m'entendez là maintenant? Oui. Bon, donc je disais que bien évidemment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut réfléchir. On comprend bien ce que signifie l'expression de vote utile et ce que cette expression a de pervers et de dangereux, bien sûr. Mais en même temps, c'est quand même terriblement contradictoire, parce qu'il va de soi que s'il s'agit d'une déviation par rapport au sens même des mots, on imagine mal un électeur ayant pour objectif de voter inutilement. Il est bien clair que voter et utile, ça va ensemble. C'est pas envisageable autrement. Alors après, évidemment, la question qui se pose, c'est celle de l'interprétation de ce vote utile. Et je crois que ce que nous dit l'électorat depuis un certain nombre d'années, mais de façon particulièrement explosive, si je puis dire, cette fois-ci, c'est qu'il faut voter utilement. Et si ce terme de voter utilement ne correspond pas, comment dire, à notre façon de voir, à notre façon de penser, à notre souhait par rapport au pays et ce dont il a besoin, eh bien, il faut bien constater que l'électorat s'achemine de façon particulièrement visible cette fois-ci vers vers un vote utile, c'est-à-dire en gros un vote dont il pense qu'il sert à quelque chose, ou qu'il va servir à quelque chose, ou qu'il peut servir à quelque chose. Et de ce point de vue, bien sûr, le fait que les trois premiers de la liste des candidats du point de vue du nombre de voix qu'ils ont obtenues soient arrivés très, très largement en tête par rapport aux autres, et particulièrement, bien sûr, avec un effet dévastateur dans la dernière période, eh bien, tout cela confirme que cette réalité du vote utile est, à mon avis, quelque chose qui n'a pas tendance à disparaître, donc qu'il faut et faudra prendre en compte à l'avenir, bon, et dans l'avenir proche, bien sûr, d'une certaine façon, pour d'autres raisons, puisque le système n'est pas le même. Mais la question du pourcentage des inscrits se posant pour pouvoir être présent au deuxième tour, pour les législatives, je veux dire, cette question se pose. Et donc, la question comment dirais-je, d'une position unitaire et de candidature unitaire se pose comme une question de survie et de vie et de développement vital pour les forces progressistes. Alors après évidemment, il faut y parvenir. Mais peut-être qu'il serait bon que je m'arrête là. Ceci étant dit, dans le monde diplomatique qui vient de paraître et que, je l'espère, vous n'avez pas lu parce que ça me permet d'en avoir la primeur et de le mettre en avant. Bon, il y a 2 pages
sur les élections avec une analyse assez fine et très très loin de tout ce que je viens de dire là. Mais en ce qui concerne leur analyse du premier tour, cela se termine par la réflexion suivante, qui a peut-être un côté fataliste, mais qui, à mon avis, sonne comme une alerte si ce n'est pas pris en compte. L'inévitable dynamique du vote utile qui finit toujours par s'enclencher à un moment de la campagne a fait le reste. Voilà comment l'analyse se termine. C'est-à-dire, en gros, avant, il y a une analyse de tous les courants au sens sociologique du terme, hein, pas au sens politique, avec quelque chose d'assez fin et d'assez développé, mais ça se termine comme ça. Donc, au minimum, une aggravation d'une dynamique déjà présente depuis le début, parce que déjà, les gens ont en tête cette dynamique. Bon, je m'arrête là. Merci Vincent. Olivier? Oui, donc je vais prendre le relais après cette belle analyse de Vincent autour du vote utile. Juste une petite précision concernant mes fonctions à la ville et à la métropole. Donc, effectivement, adjoint communiste du maire écologiste de Bordeaux, élu communiste également à Bordeaux Métropole avec un président socialiste. Et je suis président des deux groupes communistes et à la ville de Bordeaux et à Bordeaux Métropole. Et pour information également, j'ai été désigné chef de file de mon parti, du Parti communiste, sur la première circonscription de Gironde. Donc, ça me permet de suivre très attentivement les échanges, les négociations en cours. Et on en parlera certainement en vue voilà, de la suite. Après l'analyse de la présidentielle, il y aura comment on travaille à la suite. Et bien évidemment qu'il faut y travailler collectivement, notamment dans les perspectives des élections législatives, mais pas que. Puisque si je parcourais tout à l'heure un entretien qu'a donné Philippe Martinez à l'Humanité Magazine de cette semaine, en tant que secrétaire général de la CGT, et il rappelait toute l'importance des combats sociaux qui sont à mener, et en premier chef et en premier lieu, celui contre la réforme des retraites, puisque le président réélu n'a a priori pas entendu les messages venant de la population, n'a pas entendu les messages qui peuvent venir de ceux qui ont voté pour lui au deuxième tour pour faire barrage à l'extrême droite et qui, dans le même temps, sont des fervents opposants à ces réformes antisociales, et notamment celles concernant l'allongement du temps de travail et de la retraite à 65 ans. Vincent a parlé du vote utile. Avant d'y revenir, moi j'aimerais quand même rappeler, même si ça a été dit et redit, c'est qu'il y a plusieurs millions de Français qui n'ont pas trouvé utile de venir. Il y en avait plus de 12 millions au premier tour. Il y en avait plus de 13 millions au deuxième tour, dans un contexte où nous appelions, pour la plupart d'entre nous, à faire barrage à l'extrême droite. Message qui pourrait appeler sans doute à une certaine mobilisation électorale. Et on a vu qu'au deuxième tour, l'abstention a été encore un peu plus forte qu'au premier tour. Donc, c'est quelque chose qui doit quand même interroger. Lors des élections intermédiaires, notamment les dernières, les municipales en 2020, alors certes, elles étaient fortement entachées par la situation sanitaire. On sortait du confinement, il y a eu un très faible taux de participation. Aux élections départementales et régionales l'an dernier, même s'il y avait deux élections en même temps, et où il y avait aussi un petit peu, encore même pas mal dans la situation de crise sanitaire, le vote était quand même, enfin la participation était là aussi faible. Donc, on a quand même sur la présidentielle qui devient depuis quelques années le seul rendez-vous majeur pour les électeurs en matière de participation citoyenne. On voit quand même que 12 millions d'électeurs, 13 millions au deuxième tour, ont fait le choix de ne pas aller voter. Ça doit interroger. Et je disais tout à l'heure que j'étais désigné chef de file sur la première circonscription de Gironde. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une circonscription qui comprend tout le nord de Bordeaux, alors un nord assez large, puisqu'on part de la rue Fondodège et on va jusqu'au fond de Bacalan, Bruges et le Bouscat, Écaudéran, puis quelques subtilités autour du jardin public et des boulevards, mais je ne vais pas les détailler. Dans cette circonscription, il y a des quartiers très populaires. Et on voit que, par exemple, dimanche dernier,
dans certains quartiers populaires, plus de 40% des personnes ont fait le choix de ne pas aller voter. Il y a même une salle de vote, je crois que c'est aux Aubiers, où plus de 50% de la population a fait le choix de ne pas aller voter. Donc ça doit interroger quand même sur tout le défi démocratique qui est devant nous, comment on arrive à réenchanter un peu la démocratie, comment on va chercher toutes ces personnes qui ont fait le choix de ne pas être intéressées, de ne pas aller voter aux élections présidentielles, alors qu'il y avait quand même une offre politique avec 12 candidats, 6 à gauche, 6 à droite, qui pouvaient, qui quand même étaient assez larges. Donc, voilà, c'est le premier point, je crois, qui doit vraiment nous interroger sur comment, déjà, on n'arrive pas à intéresser une bonne partie de la population, que ce soit pour les élections intermédiaires, qui en plus sont des élections qui permettent de désigner des élus de proximité, et cette élection présidentielle qui est le grand rendez-vous de toutes et tous, mais on voit bien qu'il y a 12 millions de personnes qui ont fait le choix de ne pas être à ce rendez-vous. Le deuxième point, avant de revenir là aussi sur le vote utile, celui de l'extrême droite. Il ne faut pas banaliser ce score de l'extrême droite. Elle n'a jamais été aussi forte. 42% au deuxième tour, un tiers des voix au premier tour, avec une nouveauté dans le paysage politique, c'est que le vote à l'extrême droite ne se porte plus uniquement sur la famille Le Pen, mais on a vu avec Zemmour que l'extrême droite avait même des réserves de voix. Donc c'est des choses qui doivent interroger, qui doivent nous interroger, même si on a vu dans nos territoires bordelais et métropolitains moins de mesures au niveau girondin, le score de Marine Le Pen a été un petit peu plus faible qu'au niveau national, même beaucoup plus faible. Je crois qu'en Gironde, ça s'arrête à 39%, que sur la ville de Bordeaux, elle ne dépasse pas les 20%. Mais pour autant, quand on regarde la cartographie, la carte de notre département, on voit des cantons où, au deuxième tour, Marine Le Pen a fait plus de 57% des voix. C'est le canton du Nord-Libournais, le canton du Nord-Médoc, le canton du Nord-Gironde, le canton de l'Estuaire, donc où elle fait 57% des voix. Il y a 13 cantons où elle fait en tout plus de 45% des voix. Donc on doit quand même avoir un gros point d'alerte sur ce vote fort pour l'extrême droite, avec, on a vu entre les deux tours, des manifestations qui se sont tenues, mais les années passent, les élections passent, et nous sommes de moins en moins nombreux à aller dans la rue pour dire non à l'extrême droite. Il y a 20 ans, le calendrier électoral avait permis d'avoir, je crois, le 1er mai entre les deux tours. C'était un 1er mai de forte mobilisation contre l'extrême droite. La manifestation qui a eu lieu à Bordeaux la semaine dernière, alors certes, on s'est retrouvés entre militants, mais il n'y a pas eu la poussée populaire spontanée pour dire non à l'extrême droite comme on avait pu connaître quelques années plus tôt. Donc, c'est des choses qui doivent nous interroger sur, d'une part, les personnes qui ne sont pas allées voter, qui ne sont plus intéressées, qu'on n'arrive plus à intéresser par le devoir démocratique, même si là-dessus, et le président réélu et aussi les médias ont sans doute tout leur rôle. On a quand même eu un président qui a refusé le débat, en termes de démocratie, quand chacun des candidats a mis son programme sur la table. Le président a refusé, en tout cas pour le premier tour, d'aller débattre avec les autres candidats. Puis, il y a aussi ce rôle des médias et notamment des sondages. Et ça rejoint peut-être les réflexions, ou en tout cas, ça vient ajouter des éléments de réflexion à ce que disait Vincent sur le vote utile. Il y a eu une première étape, celle des parrainages, où se poser la question, est-ce que des candidats qui sont à plus de 10% dans les sondages pourraient ne pas avoir les 500 parrainages? Ces 500 parrainages sont quand même le levier, le taquet qui permet de qualifier ou pas des candidats et des candidates pour participer à l'élection présidentielle. On avait vu qu'en gros, il y avait déjà des candidats potentiellement utiles, c'était ceux qui étaient au-dessus des 10%. Et ceux qui pouvaient déjà avoir leurs 500 parrainages pouvaient même être accusés de faire de l'ombre aux autres parce qu'ils étaient plus petits candidats, mais en même temps, ils étaient reconnus par les élus des territoires qui leur aient donné leurs 500 parrainages assez rapidement. C'est un élément qui doit interroger sur
sur le rôle des médias et des sondages, et de l'utilisation de ces sondages dans le vote utile qui a fonctionné fortement pour Jean-Luc Mélenchon, qui a sans doute asséché, je pense, la moitié des voix de Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo. Et ce vote utile, il a aussi fonctionné pour les deux autres candidats, et notamment les deux qui sont arrivés en tête. Donc, il y a ce vote utile qui a fonctionné sur la base aussi des derniers sondages. Donc, il y a aussi cette question-là. Est-ce qu'il faut, par exemple, dans les 15 derniers jours avant une élection présidentielle, continuer à publier des sondages, ou est-ce que c'est cette course à l'échalote qui doit dicter le choix de chacun et de chacune? Sur l'analyse des élections, donc on a le deuxième tour qui était exactement le même qu'il y a 5 ans. Je pense que le vote utile a fonctionné autant qu'il le pouvait. Donc, la question de savoir si certains candidats avaient appelé ou pas à voter Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas changé grand-chose. En tout cas, s'il y avait une qualification de ce candidat de gauche pour le deuxième tour, le problème serait toujours le même, c'est qu'une gauche qui progresse, certes, je crois, de 4 points par rapport à 2017, mais qui reste limitée à un petit tiers, à 32%. Et ça aussi, ça doit nous interroger collectivement, pour ceux qui militent, comment la gauche aujourd'hui n'est qu'à 32%, alors que pendant les 5 années du mandat d'Emmanuel Macron, on a eu des mobilisations sociales, environnementales, sociétales, qui n'ont peut-être jamais été aussi fortes depuis bien longtemps. Ça a commencé notamment avec le mouvement MeToo contre les violences faites aux femmes, qui a commencé à ébranler le patriarcat, même s'il y a quand même encore beaucoup de chemin devant nous. On pouvait imaginer que l'élection présidentielle, ce temps fort, pouvait être aussi une réponse, ouvrir des perspectives. De la même manière, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui a été un gros marqueur de ce mandat, des forts mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Et on voit que ce combat, il n'est pas terminé, puisque le président réélu veut remettre une pièce dans la machine. Il y a aussi, je pense notamment au combat des cheminots face à la réforme de la SNCF, qui ne concernait pas que les cheminots d'ailleurs dans les manifestations. C'est un mouvement long et fort, aussi marqueur du mandat. Il y a bien évidemment toutes les marches climat qui intéressent la jeunesse. Voilà, la jeunesse est fortement mobilisée parce qu'il s'agit de l'avenir de ces jeunes qui se jouent. Voilà, on se pose des questions dans 30, 40 ans, 50 ans, comment sera la planète? Ceux qui sont directement concernés, ils sont fortement mobilisés. Et malgré tout ça, malgré tous ces mouvements sociaux, on va se poser quand même la question, quelle perspective on n'a pas réussi à donner collectivement? Et quand je dis collectivement, c'est l'ensemble des forces de gauche pour finalement n'être limité qu'à 32%. Voilà, c'est quand même une grosse question. Si on avait une gauche qui avait fait 10 points de plus, on aurait un candidat de gauche au deuxième tour. Il y en avait 2 ou 3 qui auraient fait plus de 5% au premier tour, et d'autres qui auraient sans doute dépassé le pourcent de votes qui n'ont pas atteint cette fois-ci. Donc c'est vraiment la question qu'il faut sans doute se poser. On a des rendez-vous qui arrivent, le rendez-vous du 1er mai. Je crois que Dominique, c'était une question que tu voulais poser, que tu avais mis en préambule ou dans la présentation de ce temps d'échange. Voilà. Que devons-nous porter? Quels enjeux pour le mouvement social? Quand j'ai listé les 5 gros mouvements, là, 4 ou 5 gros mouvements des 5 années écoulées, ils sont tous aujourd'hui de nouveau sur la table. Hein. On y ajoute le pouvoir d'achat, la question des salaires, la question des services publics, de nos biens communs que sont les services publics. Et je pense qu'en reprenant les 5 manifestations d'ampleur évoquées pendant les 5 dernières années et ce sujet du pouvoir d'achat, même s'il était déjà dans la question du mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui il est criant avec la hausse de l'énergie, avec la crise ukrainienne qui renforce aussi la hausse des prix. On a tout le socle revendicatif social. Quand je dis social, il est à la fois porté par les organisations syndicales et par les militants syndicaux, et aussi on le voit porté par les politiques. Si on doit arriver à se rassembler pour les législatives, c'est évidemment sur ce socle-là
le pouvoir d'achat, la question de la retraite, et pour moi et pour mes camarades, elle doit être à 60 ans et à taux plein, la question des services publics, la question de la rémunération des fonctionnaires, la question du rôle de l'autorité publique dans certains secteurs clés comme l'énergie, comme les transports, comme la banque. Il y a ce sujet de l'évasion fiscale. Quand je parlais tout à l'heure des 12 ou 13 millions d'abstentionnistes, est-ce que le fait de voir qu'il y a 100 milliards d'évasion fiscale qui partent chaque année, que rien n'est fait pour aller les chercher, ne peut pas écœurer aussi certains électeurs par rapport au rôle du politique? Voilà, on va venir nous embêter pour 5 € d'allocation logement, et dans le même temps, il y a 100 milliards d'évasion fiscale et aucune réponse aujourd'hui publique pour lutter face à ça. Donc, est-ce que dans le décrochage de certains électeurs, il y a cet élément et peut-être d'autres pour l'expliquer? Voilà, je ne sais pas, Dominique, ou si tu veux que j'arrête là ou que je continue un petit peu, ou si tu veux qu'on Écoute, si tu as 2 ou 3 idées de plus à rajouter, tu les rajoutes. Et puis ensuite, on va échanger à partir de vos 2 interventions. D'accord. Donc, juste un dernier élément qui permet de donner un élément de perspective par rapport aux échéances du mois de juin. Je crois que voilà, ce qui ressort du premier tour, ce qui ressort en tout cas moi, des échanges que je peux avoir avec les uns et les autres, que ce soit avec des militants encartés dans des partis politiques ou de simples électeurs, en tout cas des électeurs de gauche, il y a une très forte aspiration là, pour les législatives à ce que les différentes formations de gauche soient unies. Je pense que si on n'arrivait pas à faire ce travail de rassemblement, il y aurait une incompréhension dans une grande partie de l'électorat de gauche. Après, on a pu le voir, on a pu l'entendre encore tout à l'heure, je crois que Fabien Roussel faisait une conférence de presse pour dire que les négociations étaient difficiles autour de la force politique qui a été renforcée au premier tour, celle de la France insoumise, que c'était compliqué d'arriver à quelque chose, de discuter tous ensemble avec France insoumise, Europe Écologie Les Verts, Parti socialiste et Parti communiste, pour arriver à quelque chose qui tienne à la fois compte du résultat du premier tour. On pourra toujours dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vote utile, il a inspiré la moitié des votes de Anne Hidalgo, de Yannick Jadot, de Fabien Roussel, mais ça, ce n'est que de la politique fiction. Il y a un résultat, c'est celui du premier tour, même si ce vote utile, il a existé. Mais comment l'évaluer? Voilà, chacun peut avoir son point de vue, quel est son poids réel. On ne le saura jamais. Par contre, le poids réel qu'on peut voir de certaines forces de gauche, la mienne et celle que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas par hasard que je disais que j'étais élu communiste dans une majorité dirigée par un maire écologiste à la mairie de Bordeaux et élu communiste dans une métropole présidée par un président socialiste. Ça veut dire aussi que localement, dans les territoires, il y a eu ce travail d'union, il a pu se faire aussi, se réaliser sur les 5 dernières années, lors de certaines échéances électorales. Et je me rappelle à Bordeaux, pendant la campagne municipale, ce qui revenait très souvent dans les échanges qu'on avait avec les citoyens et les citoyennes, c'était qu'ils étaient très contents qu'on ait réussi ce travail d'union. Le système de l'élection présidentielle, le piège électoral de la Ve République et du système présidentiel fait qu'on a voté pour une personne. Ce n'est pas forcément le système idéal pour pouvoir travailler à des alliances, pour pouvoir travailler à des programmes communs. C'est plus facile sur les élections locales, sur les élections de liste, c'est beaucoup plus facile. Mais moi, j'ai bien vu, même si c'est... Et je vois que Jean-Jacques Borde est là, il pourra en témoigner, le travail d'union qu'on avait pu mener à Bordeaux, il n'a pas été facile. Hein. On l'avait mené sur le fond, on avait fait, je me rappelle, un forum pour l'alternance, une réunion publique à Bordeaux-Nord où les citoyennes et militants avaient pu venir s'exprimer, nous exprimer leurs aspirations pour Bordeaux. Et après, c'est toujours compliqué pour trouver la juste place des uns et des autres quand on travaille à l'union. Donc, il a fallu plusieurs fois rappeler aux uns et aux autres pourquoi on était là. Et je crois qu'il faut que là, tout le monde, nos négociateurs du Parti communiste, puisque c'est mon parti, mais les négociateurs de la France insoumise, Europe Écologie Les Verts et du Parti socialiste, et c'est en tête qui a cette attente forte de l'électorat de gauche. Mais voilà, il faut que ce travail de rassemblement se fasse dans le respect des uns et des autres. Emmanuel Macron a été réélu président. On peut avoir
au mois de juin, une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Une majorité, c'est mathématique, 577 députés, il en faut 289 de gauche. La première des priorités, c'est protéger la soixantaine de députés sortants, des divers groupes insoumis, socialistes et communistes. Je pense que la première chose sur laquelle il faut s'entendre, c'est s'allier sans doute autour des députés sortants dans le cadre d'un rassemblement global et travailler pour en trouver 230 de plus en capacité, dans le cadre du rassemblement, de gagner leur circonscription et d'avoir demain, enfin en tout cas demain, au mois de juin, une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Donc là, l'enjeu, il est là. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué, on suit ça de loin, même si on fait remonter nos expressions de terrain. Hein. D'ailleurs, puisqu'on le parlait, on parlait de lui, le maire de Bordeaux a fait remonter au début de semaine une expression qui était ici un petit peu des échanges qu'on avait en interne à la majorité, disant que les projets d'accord national doivent tenir compte des réalités locales, de rassemblement, d'implantation des différents partis. Il ne faut pas non plus que ce soit un rassemblement hors sol. Voilà. Il faut aussi qu'ils tiennent compte du résultat. Il est ce qu'il est, celui du premier tour. Il est réel, on peut toujours l'analyser, mais il est brut en matière de chiffres. Et aussi, ce qui est réel, l'implantation des uns et des autres, le travail d'union qui a pu être fait ces dernières années, sans que chacun perde son identité. Voilà. Moi, je travaille avec un maire écologiste, je travaille avec des socialistes. Il y a plusieurs sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais il y en a beaucoup plus qui nous rassemblent, en tout cas dans nos collectivités, pour essayer de faire avancer nos politiques au service de la population. Merci Olivier. Jean-Jacques, tu as demandé la parole. Et si vous souhaitez demander la parole, vous avez la possibilité d'utiliser l'onglet Réaction en bas de votre écran et vous avez la petite main pour demander la parole qui s'affiche sur l'écran. À toi, Jean-Jacques. Oui, moi je voulais vous livrer plutôt mes interrogations. Parce que ce résultat du premier tour, on peut avoir plusieurs portes d'entrée pour sa lecture. La première que j'ai, moi, c'est que je trouve que, et ce n'est pas le premier scrutin qui livre cela finalement, je trouve qu'on a une société qui est déboussolée, avec au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boussole. Olivier parlait de perspective. Voilà. C'est une de nos responsabilités, nous, à gauche, d'en donner une. On en a donné une avec la campagne de Fabien Roussel. Mais voilà, il me semble que voilà, cette société, elle n'exprime pas les citoyens n'expriment pas la société qu'ils voudraient, quoi. J'ai le sentiment qu'ils sont tous dans l'urgence et qu'ils subissent plus les événements qu'ils les maîtrisent. D'ailleurs, vous l'avez souligné, hein, moi, on peut parler des 3/3 qui sont arrivés devant, mais il faut parler des 4/4, quoi. Donc, Olivier l'a souligné, je veux dire, et Vincent l'avait abordé aussi. Je veux dire, 12 millions d'abstentions dans une époque où, quand même, là, on est confrontés tous à des choix, quoi. Des choix importants. Comment peut-on s'abstenir? Si ce n'est parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quel état on est. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est c'est du boulot pour Espace Marx, hein, de remettre de la perspective dans tout ça. Mais je trouve que voilà, il faut qu'on arrive à rediscuter de politique avec un grand P, avec les gens qui nous entourent, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les quartiers. Ceci étant dit, comme les chats qui retombent sur leurs pattes, je me dis, mais finalement, les trois qui arrivent en tête, il y en a un qui est l'image du libéralisme. Il y a l'autre, je pense à Mélenchon, même si voilà, on a évidemment des désaccords, nous, hein, et puis on n'aime pas trop le personnage, mais bon. Mais
grosso modo, il exprime une autre société, plus solidaire, défendant les services publics, etc. Donc, on a ce match-là. Et au milieu, l'expression de cette société déboussolée, c'est-à-dire le vote Front National. Donc, et on a donc là, que ce soit chez les abstentionnistes, que ce soit donc chez les 32% du bloc de gauche et une bonne partie des électeurs RN, ils ne le disent pas comme nous avec nos mots, évidemment, mais il y a l'attente d'une autre société, quoi. En tous les cas, je pense, et ça c'est ce qu'il y a derrière le vote utile, c'était qu'il fallait absolument dégager Macron, quoi. Me semble-t-il, je peux me tromper, mais je crois que le vote utile, il a fonctionné chez nous, à gauche, en faveur de Mélenchon, et à l'extrême droite, en faveur de Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr qu'il ait bien fonctionné du côté de Macron. D'ailleurs, il a cessé de descendre dans les sondages. Donc, ça exprime bien cette envie de tout sauf Macron, quoi. Et donc, moi, je lisais dans Sud-Ouest, je ne sais plus, il y a 2-3 jours, ils interrogeaient des électeurs. Donc, il y en avait un qui avait voté Mélenchon, puis après, il allait voter Le Pen. Il ne développait pas des idées d'extrême droite, cet électeur-là. C'était juste qu'il fallait virer Macron, quoi, parce qu'il en avait marre de cette politique-là. Donc, il y a un grand champ de gens qui attendent autre chose, mais peut-être parce qu'ils sont dans l'urgence, ils n'ont pas le temps d'attendre la belle société pour laquelle on milite, nous. Donc, je trouve que ça, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire pouvoir reparler politique avec les gens et leur redonner une perspective. Moi, je suis un vieux de la vieille, donc j'ai connu les débats idéologiques jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et là, ce n'est pas que je soutenais le mur de Berlin, mais au moins, il y avait toujours l'idée qu'il puisse y avoir une autre société possible. Et alors, dernier point sur le vote utile, c'est presque en forme de boutade, ce que je vais dire, mais il s'enclenche dans les 2 dernières semaines, peut-être 3, j'en sais rien. Donc, je me dis, peut-être que ça nous laisse la place auparavant d'exposer les choix de société. Et après, dans la dernière période, en fonction de l'évolution du vote utile ou pas, effectivement, de donner un coup de pouce. Bon, est-ce qu'on aurait pu, par exemple… Alors, on n'aurait pas pu se rallier à Mélenchon au dernier moment parce qu'il n'a fait aucun geste. Et donc, il y avait des vraies différences programmatiques en la matière. Alors, et je termine là-dessus, sur les législatives qu'on a devant nous. Il y a des discussions au sein entre les partis de gauche et écologistes. Vous avez vu le courrier, enfin moi je l'ai fait suivre aux adhérents, je l'ai vu sur WhatsApp là, donc du coup je l'ai fait suivre aux adhérents. Le Parti communiste vient d'adresser une lettre de 3 pages à la France insoumise pour faire le point sur les difficultés qu'il y avait là, parce que la position de la France insoumise était un tant soit peu rigide. Ils ne le disent pas comme ça, hein. Et donc proposait des discussions tous ensemble, quoi. Pour ne pas perdre de temps. Ouais, et je disais donc, la difficulté qu'on va avoir aussi, c'est cette exigence d'union, de rassemblement, à tout prix, de la part des gens, exprimée de la part des gens, sans contenu, quoi. Non, mais attends, on a des différences. Ouais, mais ok, mais mettez-vous d'accord d'abord, après vous verrez plus tard. Or, je veux dire, imaginons qu'on gagne l'Assemblée nationale, imaginons donc que Mélenchon soit Premier ministre, il y a une politique à mettre en œuvre. Et il y a des choix à faire dès maintenant.
notamment de mettre la main sur la finance, notamment d'investir dans le nucléaire ou pas, et dans les énergies renouvelables, etc. Voilà. Et donc, on va avoir cette difficulté de ne pas pouvoir discuter du contenu avec des gens qui sont dans l'urgence d'un rassemblement. Voilà. Ok, merci. Tu as fini, Jean-Jacques? Ouais. Ok. Marie, est-ce que tu souhaites réagir? Louis, Christiane? Écoutez, moi, quelques éléments dans la discussion. Alors, pour information, une déclaration vient d'être faite par la direction départementale du PCF en Gironde, où elle prend acte des négociations en cours et qu'elle annonce d'emblée, puisqu'on essaye de faire ce que l'on dit, elle décide effectivement de soutenir la candidature des deux sortants de gauche en Gironde, c'est-à-dire Loïc Prudhomme sur la 3e et Alain David, socialiste, sur la 4e circonscription, Loïc Prudhomme étant France Insoumise. Donc déjà d'emblée, nous essayons de travailler dans cette orientation de façon à avancer et à progresser. Alors bien entendu, toutes les questions qui ont été soulevées dans la discussion, elles sont réelles, mais en même temps, je veux dire, sur les contenus, moi je vais vous le dire comme moi je le ressens, j'ai lu attentivement le socle, je dirais, programmatique qui était avancé par la France Insoumise. Personnellement, ça me va d'autant mieux que j'ai envie de rappeler quand même qu'à l'origine du programme L'Avenir en commun, il y avait le programme de la France du Front de gauche, et que le programme du Front de gauche, nous avions, les communistes en tout cas, avaient contribué de manière assez importante, je dirais, à la création de ce programme. Ça me rappelle d'ailleurs des aventures extrêmement anciennes, mais dont celle du programme commun, où la question, dans les rapports que nous avons avec les autres forces politiques, c'est pas forcément les questions programmatiques qui sont problématiques, parce que peu ou prou, en creux ou en bosse, je vais dire, les Français, la plupart des gens se prononcent par rapport à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils ressentent et aux difficultés qu'ils ressentent. Donc il y a effectivement une majorité de Français pour qui la situation politique est une question d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut des réponses urgentes aux questions du chômage, aux questions du mal logement, aux questions, à toutes les questions qu'a évoquées d'ailleurs Olivier tout à l'heure dans son intervention. Donc la question qui est posée, et c'est là, à mon avis, où ça devient difficile, c'est que malheureusement, ces discussions, je rappelle qu'à une certaine époque, certains parlaient de tambouille électorale pour refuser qu'elles aient lieu. Moi, la nouveauté que je trouve intéressante dans cette période, même si c'est difficile, c'est qu'effectivement, elles ont lieu. Alors, évidemment, elles ont lieu de manière bilatérale, c'est-à-dire que la France Insoumise rencontre chacune des organisations de manière indépendante. Et effectivement, je trouve judicieux qu'à un moment donné, puisqu'il s'agit de trouver une réponse collective pour amorcer une réponse au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, il faut que toutes les parties prenantes se rencontrent et discutent ensemble. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un chef d'orchestre qui décide seul. Et évidemment, ça, c'est un peu problématique. Moi, j'ai plutôt envie de revenir un peu sur la situation telle qu'elle a été brossée, je dirais, par Vincent et par Olivier, sur le résultat des élections. Ces 4 quarts. Parce qu'effectivement, les médias ont focalisé sur les 3 tiers. Je trouve qu'il y a au moins une perspective, c'est que manifestement, Macron, on n'est pas dans la situation, je dirais, de 2017. Macron ne retrouvera pas une majorité parlementaire absolue. Je souhaite, bien entendu, que tout soit fait pour qu'on ait une éventuelle majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Et pour ça, évidemment, il faut en créer les conditions. Et les conditions, pour l'instant, ne sont pas encore complètement réunies. En même temps, il faut qu'on regarde les choses telles qu'elles sont.
je crois savoir qu'on a à peu près 160 circonscriptions en France où la gauche, effectivement, est en position, si elle se rassemble, d'obtenir, de voir des candidats victorieux. Mais 160, ça n'est pas 289. Donc, il y a plus d'une centaine de députés à aller chercher, je dirais, par les dents, et avec les dents, là, de façon à pouvoir éventuellement réussir à gagner une majorité absolue. Après, au-delà de ça, voilà, moi, la question, c'est ce que moi, je partage. Hein. Ça monte très fort au niveau des électeurs et des gens que je rencontre. J'ai les mêmes témoignages qu'Olivier, hein. C'est-à-dire qu'il y a une attente d'union, de rassemblement forte, et que donc, je dirais, la force politique qui ne satisfera pas cette union, évidemment, ou cette attente de rassemblement, risque de payer très cher. D'où l'importance, effectivement, de le réussir et de faire en sorte que les conditions soient remplies pour ça. Voilà. Bon, c'est quelques éléments, hein, mais je veux dire un peu décousus, mais qui montrent qu'on est dans une situation un peu compliquée. Je trouve que le terrain s'est un petit peu assaini. On peut à nouveau rediscuter avec des électeurs, notamment de la France insoumise, qui étaient relativement agressifs, je dirais, au lendemain du premier tour. Le débat se reconstruit et je pense qu'on a quelque chose à faire et c'est pas facile, hein. Je veux dire que en tant que militant, quand on mène un certain nombre de combats, c'est pas toujours facile de repartir à la bataille et de repartir même dans des situations un peu compliquées comme celles que nous vivons. Je m'en tiens là. Marie, tu souhaites intervenir, ou Louis, ou Christiane, ou oui, je veux bien poser Marie, une question. Alors, je veux bien poser une question de, comment dire, on va le dire comme ça, de tambouille, mais enfin bon, après on déblayera. C'est-à-dire, par exemple, dans ma circonscription, c'est-à-dire la 9e, ils viennent d'annoncer que le LFI vient d'annoncer que son candidat, c'est un tel Sacha Eulé, je crois, avec un binôme, je ne sais plus le nom de la coéquipière, j'ose dire. Bon, alors, ils ont déjà nommé leur candidat sur la 9e. Et comment ça va se passer? Comment les négociations et les rapports vont-ils se passer avec le PC, avec les Verts, etc. Comment on discute là? C'est acté, ils ont leur candidat. Comment ça se passe? Non, mais moi, Olivier, si tu as des éléments, vas-y, mais sinon, moi, quelques éléments comme ça, très, très, très rapides. De toute façon, toutes les forces politiques, normalement, et y compris les communistes, ont travaillé à mettre à disposition des électeurs des candidats potentiels. Tout à l'heure, Olivier a évoqué sa mise à disposition de candidature sur la première circonscription. Sébastien Laborde a fait une déclaration où il se mettait à disposition sur sa circonscription. Mais se mettre à disposition, ce n'est pas forcément dire qu'à l'arrivée, ce sont ces candidats-là qui seront retenus. Je veux dire, voilà, on est dans une discussion. Nous, la seule chose dont on est sûr, sur laquelle nous, on est pas figé, mais sur lequel on est hyper exigeant, c'est il faut que tous les sortants existants soient reconduits, et il n'est pas question que dans ces circonscriptions, quelles que soient les organisations, il y ait des candidats contre eux. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Ça, c'est le socle de base. La deuxième position qu'on a adoptée, c'est de demander, évidemment, de respecter, bien entendu, on est pour respecter les résultats qui ont été annoncés de la présidentielle, mais nous demandons aussi à prendre en compte la situation sur le terrain, c'est-à-dire ce qu'a évoqué Olivier tout à l'heure concernant les élections intermédiaires. La situation, et donc on doit tenir compte de quels sont les candidats les mieux placés, en même temps qu'on tient compte de la proportionnelle, à mon avis, avec un vrai débat par rapport au vote utile, de savoir effectivement quels seront les meilleurs candidats sur le terrain, en respectant évidemment une répartition
qui respecte toutes les tendances. Et le troisième élément, c'est la possibilité pour chaque organisation d'exister en tant que telle et de pouvoir faire partie du Parlement ou peu importe, de la structure, je dirais, de coordination politique et de pouvoir continuer à exister dans ce rassemblement. Donc, et ce n'est pas gagné. Je veux dire, il y a des discussions. Olivier et Jean-Jacques. Peut-être Oui. Olivier d'abord, vas-y, après Jean-Jacques. Oui, quelques éléments. Tu évoquais tout à l'heure la tambouille. C'était les mots de Jean-Luc Mélenchon au début du quinquennat précédent. Je crois que c'était quand en Corse, Parti communiste, LFI et PS, je crois, ou peut-être avec un parti régionaliste, qui travaillaient ensemble. Ça peut être compliqué de se retrouver à devoir travailler à l'union avec la force qui est avec le mouvement qui se retrouvait renforcé au premier tour des élections présidentielles, qui donc doit mener, et c'est légitime, les négociations, ce travail de rassemblement, alors que pendant 5 ans, il n'a pas travaillé à aucun moment à faire ce rassemblement. Il y avait, vous ralliez derrière moi, sinon vous êtes mon ennemi. C'était un peu ça. Et moi, je l'ai d'autant plus mal vécu qu'en 2017, je faisais partie de la courte majorité de communistes à avoir voté le soutien à Jean-Luc Mélenchon, que j'avais bien pris ma part dans la campagne. Je défie n'importe quel militant insoumis du quartier de Bacalan d'avoir collé autant d'affiches cette année de Jean-Luc Mélenchon que moi il y a 5 ans. Donc, j'avais encore plus souffert depuis le soir du premier tour de 2017, de ce désintérêt, au contraire de ce clivage qu'a provoqué Jean-Luc Mélenchon, qui a empêché toute union pendant 5 ans. On a eu l'exemple aussi au municipal à Bordeaux. C'était Génération, on avait eu la même idée au Parti communiste, mais Génération nous avait devancé quelques jours. Génération avait provoqué un temps d'échange de tous les partis de gauche et écologistes de Bordeaux. Le NPA avait répondu de suite en disant « ça ne nous intéresse pas, la lutte, c'est dans la rue, pas dans les urnes ». Bon, on a vu quelques temps après que finalement, ils allaient aussi la mener dans les urnes. La France Insoumise était venue pendant quelques temps. On avait collectivement décidé qu'il y avait besoin d'un temps d'expression de la population, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce temps, le forum pour l'alternance qu'on avait fait à Bordeaux. On était loin encore de travailler une liste. La France Insoumise s'était retirée à un moment de ce travail parce que certains qui étaient autour de la table ne lui convenaient pas. C'est le parti socialiste pour ne pas le nommer. Donc, avait quitté ce travail d'union. Donc là, on se retrouve dans une situation avec une force qui a fait 22% au premier tour, donc qui doit mener les négociations et qui, pendant 5 ans, n'a pas eu cette habitude de négociation. Deuxième élément, la difficulté peut être liée aussi à la structuration de la France insoumise. Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, communiste, il y a des négociations au niveau national, on se parle aussi au niveau local, au niveau départemental, et on se parle beaucoup plus en proximité. Demain, moi j'ai une réunion, on va échanger avec le maire, le représentant des socialistes de Génération au sein de la majorité municipale. À la France Insoumise, il y a l'échelon tout en haut, l'échelon national, et l'échelon très local. Les chefs de file de la 9e circonscription étaient évoqués, mais entre un échelon départemental qui permettrait aussi de dire, voilà, un travail de rassemblement, comment on peut le faire, comment on fait le puzzle aussi des 12 circonscriptions de la Gironde, comment on trouve cet équilibre. On n'a pas d'interlocuteur local de la France Insoumise là-dessus, en tout cas l'échelon départemental. Quand des représentants du Parti communiste vont voir Loïc Prudhomme, le député de la 3e circonscription, Loïc Prudhomme, il est concentré et recentré sur sa 3e circonscription. Il n'a pas un mandat, il ne souhaite pas a priori avoir un mandat pour discuter des circonscriptions voisines. Il y a aussi cette difficulté. Alors, autant on arrive, on voit à peu près, Parti communiste, dans la déclaration que tu évoquais, Dominique, il y a marqué notre intérêt pour la 11e circonscription et pour la première. J'imagine que, et je crois qu'ils ne s'en cachent pas, que les écologistes qui tiennent la mairie de Bordeaux ont envie d'avoir une candidature sur une circonscription bordelaise. Alors, si la 3e, il y a un sortant, c'est Loïc Prudhomme, il n'en reste plus que 2. Que les socialistes ont bien évidemment envie qu'il y ait parmi les priorités, qui est la 4e circonscription sur la rive droite ou celle du Médoc, où il y a 5 ans, il y avait encore, avant les élections de 2017, une députée socialiste. Donc, on arrive à voir les priorités. Pour la France Insoumise, il faut un petit peu qu'on les devine au niveau départemental. Voilà. Là, la 9e était évoquée. J'imagine que la 12e, d'entre-deux-mers, est peut-être une priorité pour la France Insoumise. Le maire de Sauveterre était arrivé au 2e tour il y a 5 ans. C'est sans doute une des priorités.
mais il exprime peut-être localement aux militants communistes, verts, socialistes qui croisent, mais il n'y a pas d'expression au niveau départemental. Donc il y a un petit peu cette difficulté-là aussi, entre l'échelon national et l'échelon local, pour trouver cet échelon plus départemental, et on ne le trouve pas, parce que la France insoumise n'est pas structurée comme ça. C'est une des difficultés aussi. Au-delà, il y a la difficulté que j'ai évoquée, que pendant 5 ans, il n'y a pas eu d'habitude de véritable négociation, de travail, de rassemblement avec la force qui a fait 22% au premier tour. Et il y a aussi cette difficulté qu'il n'y a pas de structuration et d'échelon départemental. Merci. Jean-Jacques, tu souhaites rajouter quelque chose? Ton micro. Non, mais il fallait que je retrouve ma souris pour débrancher le micro, enfin pour brancher le micro. Je voulais dire 2-3 trucs. D'abord, malgré le vote utile, le Parti communiste progresse sur Bordeaux. Alors, je n'ai pas fait le travail sur les autres communes et au niveau national, mais je suis sûr que ça doit être valable aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'autres sociétés qui s'est exprimée aussi sur Fabien Roussel, malgré le fait que il y avait le vote utile, l'urgence, enfin je ne reviens pas là-dessus. Et donc, il y a des électeurs communistes, voire même carrément des militants communistes qui ont voté utile. Et ils nous l'ont dit, bon, voilà, on ne va pas leur en vouloir. Donc, il faut que dans les négociations, dans le rassemblement, il y ait la reconnaissance de cette diversité. Autrement, on ne progressera pas. Je veux dire, Fabien Roussel, il a apporté des électeurs à Mélenchon, mais regardez, malgré le fait qu'il y avait la présence de Zemmour et de Dupont-Aignan, ça n'a pas empêché Le Pen d'être au deuxième tour. Donc, cette société, elle n'est pas binaire, quoi. Et donc, il faut sa diversité puisse être représentée à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que ça achoppe d'ailleurs avec la France insoumise aujourd'hui, parce qu'ils veulent absolument caler tout le monde derrière la bannière de l'Union populaire, alors que il y a des insoumis, il y a des communistes, il y a des verts, même chez les verts, il y a différentes sensibilités. Mais j'étais hier soir à une réunion d'un collectif girondin. Il y a aussi des gens comme Nouvelle Donne, comme la gauche démocratique et sociale, qui ont besoin de s'exprimer et qui portent la diversité. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à nos partenaires. C'est que un des éléments gagnants, même si on est sous un rassemblement, et on l'appelle comme on veut, coalition, rassemblement, union, à partir du moment où les électeurs reconnaissent cette diversité, je pense que c'est un facteur de succès. Et juste une petite précision, Dominique, pour l'instant, on n'a pas décidé de soutenir Loïc Prud'homme. D'ailleurs, Loïc Prud'homme, ce soir, au moment où on parle, il lance sa campagne à Bègles, dans une salle, je ne sais plus où. Il lance sa campagne. Il a décidé, lui, d'être candidat. Nous, on dit, on propose que les sortants aient la primauté. Et donc, évidemment, Alain David sur la 4 et Loïc Prud'homme sur la 3, évidemment. Après, les 10 autres circonscriptions étant tenues par En Marche, il n'y a plus qu'à se les répartir. Mais encore faut-il qu'il y ait un accord. Parce qu'autrement, nous aussi, on peut proposer des candidats. Pour l'instant, on ne les a pas mis sur la table, mais on a aussi un binôme qui a de la gueule, comme dirait l'autre. Voilà. Mais bon, on dit, voilà, dans la déclaration, c'est nous, on propose ça, parce que c'est notre bonne volonté pour le rassemblement. Et voilà, mais l'idée centrale, c'était celle-là, c'est il faut donner à voir la diversité de la gauche au sein de ce rassemblement. Autrement, ça ne marchera pas. Tout à fait. Oui, non, mais tu as raison de le rappeler. Effectivement, le Parti communiste a travaillé et a des candidats, des
des binômes possibles dans toutes les circonscriptions de Gironde, pour que les choses soient bien claires. Et évidemment, compte tenu de la situation et de notre volonté d'avancer et de construire, il y a les remarques que tu viens de faire et qui sont tout à fait justes. Nous proposons effectivement de soutenir les 2 députés sortants et nous proposons de réfléchir effectivement à 2 candidatures conduites par les communistes sur la première et sur la... j'ai perdu le numéro, c'est pas grave. Marie, est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, parce que je comprends mieux la procédure. Ce choix de soutenir les sortants, c'est très bien, c'est juste, c'est équitable. Bon, voilà. Et il faut que ce soit mis en avant. Par exemple, est-ce que vous envisagez aussi des binômes qui soient, par exemple, on va dire, la tête de liste socialiste, par exemple, et l'autre communiste. Oui, voilà. Tout à fait. Et le suppléant, c'est ça, c'est suppléant. On l'a fait. Ça. Non, mais on l'a fait et ça a été super gagnant, par exemple, dans le Nord-Médoc. On a battu le Front National avec un binôme communiste-socialiste. Bon, si c'est payant, voilà. C'est énorme. Je crois que tout ça, il faut le réfléchir. Non, mais tu as raison, Marie. C'est pas, ça fait partie, évidemment, des possibles. Vincent. Oui, ça devient intéressant parce que là, ça veut dire qu'il y a vraiment discussion et dialogue autour d'un enjeu commun. En tout cas, ça, c'est la démarche des communistes. Maintenant, je ne sais pas si les autres sont... Je pense que d'autres sont sur cette longueur d'onde-là. Ouais. Jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Jean-Jacques, tu souhaitais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que traditionnellement, nous, on laisse aussi de la place à la société civile. Hein, et donc, c'est un peu dans notre ADN de faire voir la diversité. Par exemple, moi, il me semble que si on arrivait à un accord national avec les 3 autres formations, donc FI, les Verts et le PS, dans les binômes à constituer, il ne faudrait pas oublier non plus les petits partis qui ont... qui se sont un peu effacés quand même. Hein, je veux dire, je pense à Ensemble, je pense à Nouvelle Donne, je pense à la gauche démocratique, les radicaux de gauche, etc. Même s'ils n'auront que... Il y avait une autre chose que je voulais dire, mais je l'ai mangé. Donc, oui, si. Il me semble quand même que la situation est un peu différente de 2017. C'est-à-dire que là, on a mis sur le devant de la scène la responsabilité de la France insoumise face à la réussite ou non du rassemblement. C'est-à-dire que ce soit le PS, que ce soit les Verts et que ce soit nous, voilà, même si on l'a un peu mauvaise sur l'histoire du vote utile et quelques déclarations antérieures de Mélenchon et de son état-major, on reconnaît leur primauté, leur leadership sur la gauche. Après, on peut dire, est-ce qu'ils sont 2 fois plus importants que nous ou pas? Bon, bref, allez, on n'en fait pas un débat aujourd'hui, mais on reconnaît leur primauté. Et donc, du coup, ça leur donne une responsabilité sur la construction du rassemblement ou pas. Et du coup, contrairement à 2017, où nous avaient ignorés. Je veux dire, moi, j'ai encore souvenir des appels que j'ai faits auprès d'Evelyne Cervantes ou de Vandel Lanotte, qui n'ont même pas répondu, même pas un accusé-réception à mes appels. Ça, c'était 2017. Là, il y a des discussions, alors bilatérales, c'est un peu chiant, il faudrait prendre une forme, mais il y a des discussions avec la France insoumise. Et le deuxième verrou, il me semble, qui vient de sauter, c'est qu'ils ont rencontré le PS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, une Mathilde Panot disait jamais une discussion avec le PS et c'est définitif. Et là, voilà. Alors après, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais finalement, du coup, ça ouvre la possibilité d'accord avec le PS, les Verts, etc.
voire éventuellement, d'ailleurs, si ça capotait avec l'AFI, on peut très bien partir avec le PS et les Verts, puisque maintenant l'AFI les trouve un poil fréquentable. Donc je pense que voilà, la situation a un petit peu changé. Bon, est-ce que les vieux réflexes de l'AFI vont revenir ou pas? Je pense qu'au devant de la scène, face à l'opinion, c'est clair que c'est eux qui ont la responsabilité de la réussite de l'Union ou pas. Vincent, quelques éléments de réflexion? Mais le micro, Vincent, si tu veux, si tu souhaites intervenir. Bien sûr que la France insoumise a la responsabilité de la réussite ou de l'échec de l'Union. C'est d'une certaine manière le poids de sa victoire, de sa victoire relative, mais de sa victoire. Et c'est bien à cause, entre guillemets, de cette victoire que l'attitude de Mélenchon 2022 n'a pas du tout été la même par rapport aux législatives qu'il avait de fait, je dirais, politiquement abandonné, pas complètement, mais politiquement abandonné en 2017 et dont il pense qu'elle peut être la planche de salut en 2022. Évidemment, de ce point de vue, comment dirais-je, la volonté incantatoire et l'affichage, l'affiche Macron Premier ministre, ne vont pas être suffisants. Ça va de soi. Du moins, c'est ainsi que je le vois. De ce point de vue, il est clair que stratégiquement parlant, la France insoumise a tout à gagner à mener un combat unitaire en tendant ses bras à l'ensemble des forces politiques, dans la mesure où si ce combat est gagné, la part la plus importante de la victoire, de fait, va lui revenir. Mais ce n'est pas, à mon avis, malheureusement suffisant politiquement pour qu'elle puisse, de ce point de vue, bien prendre en compte la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il va de soi que c'est toutes les forces de la gauche se battant de toutes leurs forces qui peuvent soit approcher la victoire aux législatives, soit de toute façon faire un bon score aux législatives. Bon, à quoi il faut ajouter, bien sûr, que la situation, sans être totalement favorable, est quand même là aussi très différente de 2017. Il est peu envisageable que la vague de députés groupe l'AREM puisse être aussi importante. Personne ne peut le supposer. Et d'un autre côté, même si bien sûr la droite extrême représente une force considérable, beaucoup trop considérable et pas du tout assez considérée, pas parce on doit avoir de la considération pour elle, mais on doit la considérer telle qu'elle est et bien mesurer, et on ne l'a pas fait suffisamment, bien sûr, à mon avis, à quel point le danger s'aggrave de consultation électorale en consultation électorale, d'idéologisation en idéologisation. Donc, de ce point de vue, effectivement, ça reste très dangereux, mais il est clair que sur le terrain des législatives, même avec l'apport du bout des lèvres et du bout de la croix gammée de Zemmour, comment dirais-je, le terrain des législatives n'est pas du tout favorable à l'extrême droite. Bon, il est défavorable par rapport à 2017
pour le centre droit ou l'extrême centre, comme on le dit si bien. Et de ce point de vue, par rapport à leur pratique, par rapport à leur implantation, les forces de gauche sont dans une situation plus favorable. Pas plus favorable que jamais, mais plus favorable. Simplement, il faut bien mesurer à quel point, évidemment, les conditions de l'union et de l'ouverture sont absolument indispensables. Et de ce point de vue, les contradictions proches au mouvement de la France insoumise sont trop importantes pour qu'on puisse dès maintenant préjuger d'une situation favorable et de conditions créées pour pouvoir l'emporter. Merci Vincent. 2 mots peut-être, Olivier, avant que tu nous quittes. Oui, merci Dominique. Je vais devoir vous quitter. 2 mots. Un, je vais rebondir, aller dans le sens de ce que disait Vincent par rapport à la vague macroniste qu'il y avait eu aux législatives il y a 5 ans. Cette vague aussi s'est accompagnée dans un contexte où l'abstention que j'évoquais en début de nos échanges avait été très forte, moins de 50% de participation au premier tour de l'élection législative en 2017. Donc, les personnes qui avaient donné la présidence de la République à Emmanuel Macron sont sans doute revenues aux législatives pour lui donner une majorité. Là, on a un gros enjeu, c'est faire participer les électeurs de gauche du premier tour. Si on arrive à aller chercher une par une les voix que la gauche a eues au premier tour, tu évoquais, Dominique, 160 circonscriptions gagnables. Je pense, certes, et là, la participation sera sans doute moins forte qu'au présidentiel. Si on va chercher une par une toutes les voix de gauche que les différents candidats ont eu au premier tour, on ne devrait pas être loin du compte. En tout cas, on peut jouer le match pour travailler une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, il y a ce travail de mobilisation de l'électorat de gauche, qu'il ait voté utile au premier tour ou qu'il ait fait le choix de voter pour les autres candidats. Il faut arriver à le mobiliser dès le premier tour des élections législatives. Un dernier mot, là on était beaucoup dans l'analyse, le vote utile, l'abstention, les négociations qui sont compliquées pour les législatives. Moi, en tant que militant communiste, il y a quand même quelque chose que je souhaiterais dire, c'est que j'étais très content et très heureux, puisque c'était le nom de cette campagne, de participer activement à la campagne des jours heureux. On évoquait des perspectives tout à l'heure à donner à la population. Le résultat, il est décevant, on est à 2%, mais dans les échanges qu'on a pu avoir sur le terrain, il y a des choses, voilà, des retours, des personnes qui, pour la plupart, pour certaines, n'avaient jamais discuté politique. Et avec le programme des jours heureux, cette idée de donner une perspective, les autres promettent du sang et des larmes. Il y a quand même eu, voilà, dans la population, dans les échanges qu'on a eus, cette perspective-là. Donc, voilà, j'en suis très content et je suis aussi très fier que mon candidat à l'élection présidentielle ait consacré un meeting, celui de Mérignac, au sujet du droit des femmes et du féminisme. Voilà. Certes, il y a eu quelques mots sur la crise en Ukraine, il ne pouvait pas faire autrement vu le contexte, mais l'ensemble, tout le reste de ce meeting-là avait été consacré aux revendications féministes. Ça avait été porté aussi par la commission féministe du Parti communiste et on connaît bien Maï Gonzalez qui participe activement ici sur la région bordelaise. Voilà, donc je suis très fier d'avoir porté les jours heureux avec Fabien Roussel. On continuera à le faire pour les législatives, mais aussi après. Voilà, il ne faut pas que ça s'arrête après l'échéance électorale. Et très fier que, par exemple, ce sujet du droit des femmes a été porté, y compris pendant tout un meeting, par notre candidat. Voilà. Et je suis vraiment obligé de vous laisser. Merci Olivier pour cet échange. Merci Dominique, merci Vincent. À très bientôt. Ciao Olivier. Ciao. À demain. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Vas-y, Jean-Jacques. Je voudrais polémiquer avec Vincent. non, je blague. Non, moi franchement, j'ai peur de ces élections législatives parce que j'ai peur que le dégagisme se poursuive aussi au moment de cette législative-là. Et du coup, pour exprimer son dégagisme, l'électeur, il va avoir le choix entre des électeurs du Front National et, j'espère, des candidats
unitaire de la gauche. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a un bout de VAR pour le Front National. On le voit quand même en Gironde, où il y a un certain nombre de circonscriptions où il y a danger. Parce que, effectivement, en 2017, Olivier l'a bien dit, ceux qui ont voté aux législatives pour En Marche, c'est ceux qui avaient voté pour Macron. On peut imaginer qu'ils vont refaire la même chose là, en 2022. Par contre, ceux qui se sont abstenus pourraient très bien dire, ou qui ont les gilets jaunes, enfin tous ceux qui sont mécontents, voire éventuellement qui ont voté Mélenchon, pourraient très bien utiliser le vote extrême droite pour dégager aussi les députés. Donc c'est pour ça que c'est hyper important qu'il y ait une offre à gauche qui tienne le choc, qui tienne la route et qui soit donc rassemblée. C'est pour ça que moi je dis, voilà, la balle est dans le camp de la France insoumise. Moi, de ce que je lis, de ce que disent les Verts, de ce que disent le PS et donc de ce que dit le Parti communiste, il y a une acceptation du leadership et puis il y a une acceptation d'un certain nombre de points portés par l'Avenir en commun, par l'Union populaire, qui ne nous satisfont pas obligatoirement, mais bon, voilà, il faut aussi faire des concessions à tout rassemblement, à toute union. Donc moi, je voulais dire que, moi, j'avais cru comprendre, Vincent, que tu disais il n'y a pas trop de risques. Moi, je pense qu'il y a très gros risques. Voilà. Non, mais j'ai peut-être mal compris. Si le désaccord porte sur ce point, c'est un désaccord très, très faible. J'ai peut-être appuyé un petit peu trop facilement sur la possibilité que, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, on pourra boire un coup alors, c'est bon. Ce qui est sûr, c'est que, mais c'est un témoignage qui vaut ce qui vaut. Hein. Personnellement, j'ai rencontré personne qui m'accuse, moi en tant qu'électeur communiste, d'être responsable du fait que Mélenchon n'ait pas été au second tour. Hein. Mais après, c'est à vérifier tout ça. Hein. Mais il y a des gens, oui, je l'ai vu au travers de, notamment sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, j'ai vu des choses s'exprimer. Mais je trouve que ça c'est en train de se tasser. Ça ne veut pas dire que les gens oublient, hein, mais c'est en train de se tasser. Et je pense que tout le monde est en train de reprendre raison et raison gardée. Moi, je terminerai. Oui, je suis comme vous. Oui, on va terminer de toute façon. Enfin. Mais je suis comme vous. Moi, je continue à beaucoup m'interroger. Mais il y a une chose que je ne regrette pas, c'est le fait d'avoir permis à la population française, au moins à ceux qui ont l'habitude, je dirais, de continuer à regarder les médias dominants, en tout cas les médias télévisuels, d'avoir pu découvrir, je dirais, que les communistes existaient toujours, parce que beaucoup n'en rencontrent pas dans leur quotidien. Hein. C'est malheureusement la réalité d'aujourd'hui, et ont permis de redécouvrir qu'on pouvait être porteur, je dirais, d'éléments de réflexion et d'éléments d'alternative. Maintenant, là où je m'interroge beaucoup, c'est nos rapports à la jeunesse. Je veux dire, comment reconstruire du lien et répondre aux attentes des jeunes? Et là, c'est compliqué, parce que effectivement, on a au niveau de la façon dont on travaille, hein, je dirais, effectivement, du mal à impliquer des jeunes dans des formes de militance qui méritent d'être revisitées, quoi. Et ce n'est pas évident. Voilà. Je ne sais pas si le débat n'est pas terminé, hein, sur ces questions. Il faudra effectivement les retravailler en profondeur et puis retravailler sur quel est le rôle d'un parti qui se prétend révolutionnaire dans une société comme la nôtre, et quelle est sa responsabilité, je dirais, à la fois dans les mouvements sociaux et dans les périodes électorales, parce que quand on y regarde sur long terme, tout à l'heure j'ai reparlé, hein, de la période du programme commun,
il y a quand même quelques similitudes, même si ce n'est pas une homothétie parfaite, entre ce que j'ai eu le sentiment de vivre dans les années 70 avec le programme commun et ce que je suis en train de vivre depuis 10 ans avec l'affaire de la France insoumise. Toute proportion gardée, d'autant que c'est un secret pour personne. Je pense que la France insoumise est le pôle de recomposition de la social-démocratie française, le PS ayant perdu, je dirais, son rôle moteur. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est la France insoumise qui joue ce rôle-là. Mais l'histoire nous dira, hein, je dirais, là, je ne fais que des rapprochements peut-être un peu rapides, mais ça méritera que l'on réfléchisse aussi, que l'on discute sur ces nouvelles formes politiques qui émergent, je dirais, dans le paysage politique. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est durable? Parce que ça aussi, c'est une question que l'on peut se poser. Et quelle est la responsabilité d'un parti politique dans des périodes aussi difficiles que celles que nous vivons? Marie, tu souhaitais réintervenir. Vas-y, Marie. Oui, très rapidement. Tu poses une question majeure qu'on se pose depuis pas mal de temps. Comment la question du militantisme des jeunes générations. Question, pourquoi ils y arrivent à la France insoumise? Parce que leur public à eux, il est très nettement très jeune. Non, il n'est pas très jeune, il est dans les couches intermédiaires, c'est-à-dire les 30-40 ans, c'est-à-dire ceux qui… Non, ceux qui, comme vous savez, il faut revenir sur ce qui s'est passé en 2017. Enfin, ça serait un peu long qu'on y revienne beaucoup, mais quand même, revenons sur 2017. Qu'est-ce qui se passe en 2017? Pour l'essentiel, qu'est-ce qui fait la victoire du score de Mélenchon et du score de Macron? C'est que dans leur forme d'organisation, alors d'abord, c'est des mouvements gazeux, c'est des mouvements, tout ce que vous voulez, mais le plus important, c'est l'entrée en politique de quadragénaires ou de trentenaires qui, dans les formes traditionnelles de la vie politique, n'avaient pas la possibilité d'accéder à des responsabilités politiques. Soyons clairs. Et quand on y regarde de près, les macronistes qu'on a vus arriver sur le… Je ne parle pas des quelques dissidents du Parti socialiste hein, qui ont pris le train en marche, qui se sont fait élire et qui ont pu se retrouver ministres. Mais quand vous regardez effectivement, ce sont des classes d'âge qui accèdent à la vie politique. Et même, je vais faire une confidence, c'est quelque chose que nous avons vécu nous-mêmes en interne, je dirais, dans la promotion des cadres du Parti communiste. C'est-à-dire où il y a eu effectivement un problème de passage de génération et on a vécu tous ces phénomènes-là. Alors, la question, quel est le sens politique qu'on lui donne, etc. Mais il y a autant de jeunes en responsabilité, je dirais, au Parti communiste qu'à la France insoumise, a fortiori, que chez Macron. La question, c'est que les lieux de prise de responsabilité sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Tu voulais réagir, Jean-Jacques. Vas-y. Oui, parce que je mets pas en cause ce que tu viens de dire. Moi, j'ai une autre lecture du mouvement de la France insoumise, c'est que c'est un mouvement électoraliste. Oui, complètement. C'est-à-dire que les jeunes, en fait, les militants, on va dire, de la France insoumise, on ne les rencontre que quand il y a des périodes électorales. Après, qui est-ce qu'on voit sur le terrain? Eh ben, c'est les vieux de la vieille, ceux qui sont issus du PS, ceux qui sont issus du PC, etc. Et je discutais, hein, pour Marie, pour son info, discutais avec un ancien d'ailleurs, qui a été au parti il y a très longtemps, et qui est passé après Ensemble, et qui maintenant à la France insoumise, qui porte les pratiques militantes qu'il a connues chez nous, etc. Et il me disait, quand on fait des réunions, ils appellent ça des groupes à action, nous on appelle ça des réunions de cellules, il dit, mais il n'y a que les vieux de la vieille. Les autres, ils n'ont pas le temps. Par contre, utiliser les plateformes numériques, là, évidemment, ils sont les rois. Donc, moi, je crois que c'est ça. Mais c'est la nature du mouvement populiste de la France insoumise, c'est-à-dire qu'il y a en gros, il y a un leader qui harangue les foules et qui les motive. Enfin, moi, c'est ma vision. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, mais je la vois comme ça. Il y a un point qui me paraît important. C'est quand on parle des jeunes. Moi, je pense qu'il y a jeunes et jeunes, comme il y a adultes et adultes. Et
j'étais cet après-midi, donc je fais partie de l'UBAP, un club de prévention spécialisé qui emploie des éducateurs de rue, sur les quartiers Bordeaux-Nord. Je vous livre ça. Que ce soit, alors, je vais faire des moyennes, mais on parle là du Grand Parc, on parle des Aubiers. Les Grands Parcs, 4000 logements. Les Aubiers, plus de 1000 logements. Et Bacalan, c'est un peu plus diffus. Taux de chômage, au lac, 28%. Et je ne parle pas avec des jeunes, là, c'est du global. 28%. Grand Parc, 21%. Bacalan, 17%. Alors que la moyenne à Bordeaux, ça c'est des chiffres de 2018, était à 14%. C'est-à-dire il y a 2 fois plus de chômage dans les quartiers priorités de la ville que dans la moyenne bordelaise. 50% des ménages en dessous du seuil de pauvreté. Et enfin, cerise sur le gâteau, au Grand Parc, 38% de familles monoparentales. 33% au lac, c'est les Aubiers, 33% à Bacalan, 12% à Bordeaux. Donc, quand je dis il y a jeunes et jeunes, j'essaie de me mettre à la place d'un jeune qui vit dans les quartiers priorités de la ville. Non, mais il cumule toutes les difficultés. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il soit ouvert au militantisme. Je pense qu'il est ouvert au quotidien, à l'urgence, à lui vivre, faire vivre sa famille, épauler son… Je vous dis bonsoir, il faut que j'y aille. Au revoir. Voilà. Merci. Non, mais c'était juste un éclairage, Marie, toi. Donc, ok, merci. Voilà, merci, je t'en prie. Très intéressant. Donc, bonsoir, au revoir. Je pense que il faudra que… Et franchement, ils ont voté… Alors, d'abord, ils se sont abstenus, comme l'a dit Olivier, majoritairement abstenus. Et 2, ils ont voté Mélenchon parce que c'est l'antisystème un peu pour eux. Voilà. Donc moi, je crois qu'il va falloir… On a devant nous, alors on a le congrès cet automne, là, je crois, voilà, au début de l'hiver. Il va falloir qu'on réfléchisse, quoi. Il ne suffit pas de dire, voilà, les quartiers populaires. Il faut que… Alors, il y a un truc que je n'ai pas retenu, parce que c'était un diagnostic qui avait été fait par l'Université de Bordeaux, à notre demande, donc c'était l'unité sociologie de Bordeaux. Un mec que tu dois peut-être connaître d'ailleurs, Vincent, qui s'appelle Emmanuel Langlois. Je le connais, oui. Tu le connais, toi? Voilà, bon. Et donc, qui a piloté ces petits jeunes qui ont fait ça. Et il y avait une planche sur le sentiment d'insécurité. Et alors, ceux qui s'exprimaient, ils appelaient ça des acteurs locaux, mais ce n'était pas très clair, parce qu'il y avait des habitants, il y avait des jeunes, il y avait des associatifs, etc. Et donc, sentiment d'insécurité très fort, incivilité en hausse, et sentiment qu'en gros, tu as 85% des gens qui s'exprimaient, qui disaient que la police nationale ne faisait pas son boulot, la police municipale ne faisait pas son boulot. Ce qui renvoie d'ailleurs à ce que Fabien Roussel a porté sur la question du droit à la sécurité, y compris pour les quartiers populaires. Donc, moi, voilà, je trouve qu'il va falloir prendre en compte cela. Après, la façon de militer, je ne sais pas, moi, du côté de Saint-Genès, bon, là, on est dans les vrais beaux quartiers, ou à Codéran, où c'est un peu plus mixte, ben, elle ne sera peut-être pas la même que dans les quartiers populaires. Mais il faut qu'on arrive à comment dire, vraiment à prendre en considération les difficultés dans lesquelles sont les gens. Vous voyez, je termine là-dessus. La mairie fait une réunion de quartier au Grand Parc. Il y a 80 personnes. Ils s'en félicitent. Ouais, 80 personnes. Tu te dis, papa, il y a 4000 logements là. Voilà. Donc, ça veut dire que même dans le quotidien, les gens, parce que là, tu parles d'urbanisme, tu parles de transport, tu parles de stationnement, tu parles d'école, enfin bref, tu parles de leur vie normalement. Ils ne viennent pas. Ils viennent pas. Alors, c'est sûr que les 38% de familles monoparentales au Grand Parc, c'est bon, tu en as déjà donc 40% qui ont autre chose à faire à cette heure-là. Après, il y a les autres qui bossent. Donc, tu vois, je trouve qu'on a
ouais, prendre en considération la profondeur de la crise dans laquelle les gens vivent, ça devrait peut-être nous aider un petit peu, quoi. Enfin, il faut qu'on arrive à voilà, juste ça. Vincent, pour terminer, si vous en êtes d'accord, la soirée, quelques mots. Et puis, merci beaucoup pour votre participation. Ce que vient de dire Jean-Jacques te convient parfaitement. Vraiment matière à réflexion pour qu'on puisse s'en tenir là pour le moment, même si bien sûr on pourrait continuer. Bien sûr, bien sûr. Merci pour votre participation à cette soirée. Merci à vous. Et salut, à très bientôt pour de nouveaux combats. Allez, bonne soirée, bon appétit. Déjà, ouais. 10h30 à République. À bientôt. Allez, ciao. À bientôt.